cet îlot? Si on en croit la tradition orale, ces pierres ont volé jusqu'ici. Elles sont venues de carrières au nord de l'île par les airs. Depuis des générations, les habitants de Pohnpei racontent que Nan Madol a été bâti par d'étranges visiteurs utilisant une sorte de lévitation. C'est cette légende qui fait penser aux défenseurs de la théorie des anciens astronautes que Nan Madol est non seulement un site mégalithique très ancien, mais aussi d'origine extraterrestre. La tradition orale raconte l'histoire de deux frères, Olosopa et Olispa. Ce sont eux qui ont bâti ce qu'on appelle aujourd'hui Nan Madol. La légende raconte que les pierres seraient arrivées en volant. Comment c'est possible? On ne le sait pas. Toujours selon cette légende, ces deux frères bâtisseurs de Nan Madol étaient des étrangers. Ils venaient d'ailleurs, mais personne ne sait d'où exactement. Olosopa et Olispa seraient des jumeaux, mais aussi des géants et des sorciers, ce qui rejoint les légendes de l'île de Pâques, où l'on raconte que les statues Moai étaient guidées dans les airs par des géants. D'autres récits de lévitation sont associés à beaucoup de sites mégalithiques, comme Stonehenge en Angleterre, les grandes pyramides de Gizeh, la pyramide d'Uxmal sur la péninsule du Yucatan et Pumapunku en Bolivie. Dans beaucoup d'autres endroits au monde, il existe des histoires de pierres gigantesques déplacées comme par magie. Il faut se demander s'il peut y avoir un lien. Nos ancêtres ont-ils tous reçu les mêmes connaissances de ces extraterrestres? Pour moi, la réponse est oui. Nous avons fait des recherches scientifiques et nous savons que 40% de ces pierres viennent du nord. Ce qui corrobore au moins en partie ce que la légende raconte. Quant aux 60% qui restent, On ne sait pas, oui. Personne ne sait d'où elles viennent. Mais pas de la région, en tout cas. personne n'a pu l'établir. Donc on ne sait pas d'où viennent 60% de ces pierres. C'est dingue. En clair, ces pierres sont à 60% d'origine inconnue. Depuis des décennies, les archéologues sont frustrés de ne pas réussir à identifier la source de la plus grande partie du basalte utilisé pour ériger Nan Madol. Mais récemment, certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'elles viennent d'un affleurement volcanique à 40 km au nord-ouest de Nan Madol. Un volcan appelé Puisen Malek. Cette formation rocheuse atteint les 120 mètres de haut. Le plus étrange, c'est que les pierres utilisées pour ériger Nan Madol semblent parvenir de la partie la moins accessible de ce relief, le sommet. Comment est-ce possible? D'après la tradition orale de Pohnpei, ce basalte a été prélevé par ce que les autochtones appellent un oiseau géant. Il est dit qu'une sorte de coq géant, vivant en haut des montagnes, serait apparu subitement. Il aurait saisi ces énormes blocs de basalte et les aurait conduits jusqu'à Nan Madol. On sait que les coqs géants n'existent pas. Donc, il pourrait s'agir d'une technologie d'origine inconnue, qui a probablement été fournie par des extraterrestres. Je pense que les autochtones ont raison quand ils disent que ces pierres sont arrivées par les airs. Je ne vois pas comment ils ont fait autrement. Pour les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, ces légendes, associées au fait que ces roches semblent avoir été prélevées au sommet de Puisen Malek, sont des raisons de plus de croire à une intervention extraterrestre. Afin d'étayer leur hypothèse, Giorgio Tsoukalos et David Childress se rendent avec Henry Burton à 40 km de là, dans une carrière de basalte, à l'autre bout de l'île. Regardez un peu. Ça, c'est une carrière. Comment fait-on pour prélever du basalte de cette paroi? C'est faisable. Il faut simplement des outils spécialisés, probablement un marteau-piqueur et une pelle mécanique. Et une fois que la roche commence à se détacher, en fonction de la taille du bloc, il faut peut-être une sorte de grue pour le déplacer d'un endroit à un autre. De nos jours, on ne pourrait pas faire ça sans machine. Alors comment, il y a au moins 1000 ans, ces gens ont-ils pu déplacer ces blocs?
Il fallait déjà qu'ils arrachent un bloc à la falaise, et puis qu'ils le tirent. On obtient alors un seul bloc de basalte prismatique isolé, et ensuite, il faut encore le déplacer, lui et tous les autres. Donc oui, je pense qu'il a fallu étudier le terrain avant de pouvoir trouver l'emplacement où prélever toute la roche nécessaire. C'est sûr. Et la seule solution, pour moi, c'est une observation aérienne. Oui. À moins d'utiliser une sorte de technologie radar de pointe que les extraterrestres devaient posséder. À l'époque. Plus Giorgio et David en apprennent sur Nan Madol, sur le poids des colonnes de basalte, sur la distance qu'elles ont dû parcourir, sur les outils nécessaires au prélèvement des pierres. Plus il semble difficile d'expliquer comment tout ceci a pu être accompli sans l'aide d'une technologie extraterrestre avancée. Mais si l'on en croit la tradition orale, les éléments les plus troublants ne se trouvent pas là où David et Giorgio les cherchent. Pour les observer, il va falloir se mouiller. Les deux experts de la théorie des anciens astronautes vont retrouver Gus Kohler du Conservatoire de Micronésie pour tenter d'en apprendre encore un peu plus. On va trouver une balade en mer? Ben oui. Il a autorisé l'utilisation de drones sous-marins pour obtenir des images des vestiges engloutis de Nan Madol. Ross Conklin se chargera de piloter ces machines dès que le bateau aura atteint une zone où il semblerait qu'il existe de nombreuses structures immergées à explorer. Des ruines qui auraient fait partie d'une ancienne cité engloutie, Canamhueso. D'après la tradition orale, Nan Madol aurait été bâtie sur Canamhueso. Et c'est dans les profondeurs? C'est une autre cité? Absolument. Si Nan Madol a été érigée par-dessus cette cité, est-ce qu'elle aurait pu devenir le récif corallien? Le corail aurait poussé dessus? Pourquoi pas? Après quelques minutes de navigation, l'équipe arrive sur place. Quand vous avez plongé ici il y a 30 ans, vous avez vu des colonnes de basalte incrustées dans le corail. Oui, on s'est dit que c'était des colonnes de basalte, mais on n'en savait rien. Si le corail a eu le temps de se former autour, c'est qu'elles ont été immergées il y a très longtemps. C'est probable. On était à environ 24 mètres de profondeur. Ça veut aussi dire qu'à l'époque de la construction, le niveau de la mer était 24 mètres plus bas. Donc ça ferait remonter la construction à 12 000 ans au moins. Oui, à la dernière ère glaciaire. C'est ça. On peut donc en conclure que cette cité a forcément plus de 12 000 ans. 12 000 ans. Est-il possible que ces extraterrestres aient non seulement bâti l'incroyable complexe de Nan Madol, mais aussi une structure plus ancienne, recouverte par les eaux de pluie? Viennent-ils encore dans la région? On trouve des récits évoquant une grande inondation balayant toute civilisation dans beaucoup de textes fondateurs. Dans le Gilgamesh sumérien, les Doux égyptiens, le Védique en Inde, et bien évidemment dans la Genèse. Aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs estiment qu'un tel cataclysme a véritablement eu lieu, probablement à la fin de l'ère glaciaire, il y a 12 000 ans, quand le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Serait-il possible que Nan Madol ait été construit à cette époque-là par une civilisation prédiluvienne? Les bâtisseurs de Nan Madol venaient d'une civilisation développée. Qu'ils soient originaires de cette île ou d'ailleurs, comme le dit la tradition orale. Il y a peut-être un lien avec la cité engloutie qui a servi en quelque sorte de fondation à Nan Madol. L'équipe se prépare à lancer un drone sous-marin. C'est la première fois que ces ruines vont être explorées à l'aide de ce matériel. On y va. Gus, si vous voulez bien veiller à ce que le câble ne s'emmêle pas. D'accord. Mode observation. Voilà. Vous pouvez le larguer. Ça y est, c'est bon. Eh. Voilà, il avance. Super. On a un retour image. Regardez.
descendre. Et on devrait voir le mur maintenant. Petite perte de connexion. Attendez, c'est bon. À chaque fois que le drone s'approche de ce qui semble être une colonne de basalte immergée, l'image saute ou la connexion avec le drone est brièvement coupée. Ça continue à se déconnecter. Ross l'a pourtant testé la veille dans un autre secteur également riche en basalte. Il est très étonné de constater qu'il ne fonctionne plus aujourd'hui. On va remonter ce drone-là. J'en ai un autre en réserve. On va voir ce que ça donne avec le deuxième. On ira directement en direction du mur. Croisons les doigts. Giorgio Tsoukalos et David Childress, les spécialistes de la théorie des anciens astronautes, sont avec Gus Kohler et Ross Conklin, près du rivage de Nan Madol, en train d'explorer les vestiges d'une cité engloutie. Mais leur drone semble ne pas fonctionner. Cette panne va considérablement ralentir l'opération. À peine mis à l'eau, le submersible est tombé en panne. Heureusement, Ross en a prévu un de rechange. Allez, on va tout droit vers l'angle de tout à l'heure. Encore déconnecté. Ouais, pas de signal. C'est dingue. Dès qu'on essaie d'approcher, on perd la liaison. Incroyable. Pourtant, on est juste au-dessus. Mais dès qu'il touche l'eau, ça coupe. C'est notre seconde tentative. Les deux ont planté. C'est bizarre. Le second drone est lui aussi tombé en panne. Est-ce que ça peut être dû à la nature de certains matériaux? Les deux drones fonctionnaient très bien hier du côté nord de l'île. Mais dès qu'on les a mis à l'eau, dans le secteur de Nan Madol, ils se sont mis tous les deux à tomber en panne sans explication. On dirait que quelque chose interférait avec la connexion. C'est très étrange. Et c'est peut-être parce que les blocs de basalte ont été magnétisés. C'est une hypothèse qui a déjà été avancée. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'ils ont pu être magnétisés? Des gens décrivent des lumières la nuit qui apparaissent et se déplacent dans le secteur. C'est peut-être parce que toute la zone est magnétisée. Ce serait un phénomène électromagnétique Pourquoi pas? qui viendrait directement du basalte. C'est possible. Le basalte océanique, comme celui que l'on trouve à Nan Madol, est ferromagnétique. Il peut donc devenir magnétique s'il est exposé à un champ électrique. La roche peut avoir trois effets sur les champs magnétiques. Soit elle n'a aucun effet, soit elle repousse, soit elle attire une charge magnétique opposée. La roche volcanique amplifie le champ magnétique. La légende raconte que ces pierres ont traversé l'île en volant. Si elles étaient chargées en énergie magnétique, il est alors possible qu'elles se soient déplacées par lévitation. Ensuite, une fois les pierres en place, cette charge magnétique reste résiduelle. Et ce serait pour ça que les drones ne fonctionnent pas ici, à cause de la charge résiduelle de l'énergie servant à faire léviter les pierres. Pour soulever de telles charges, il a forcément fallu utiliser une technologie antigravitationnelle qui a entraîné une magnétisation. Ça a clairement quelque chose à voir avec ces vestiges. Je ne vois pas comment deux drones peuvent subir la même panne en même temps. Donc c'est le second extrait donc sur RMC Story, la mystérieuse cité perdue de Nan Madol. J'ai envie de vous dire que c'est très intéressant et ça pourrait être une vérité aussi. Intéressant pour les personnes qui sont curieuses, curieux, qui ont envie de creuser un petit peu sur ce sujet, par exemple. Et j'ai envie de vous dire
ayons du bon sens, de la logique, surtout de la logique. Et puis donc, je pourrais donc ajouter aussi à méditer. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve ultérieurement.